It's a pleasure to welcome this gentleman, our first guest of the show. He is the star of The Tonight Show. Please say hello to Johnny Carson. Lorsque le roi des émissions de fin de soirée s'est éteint, il n'y a eu ni funérailles, ni cérémonie grandiose à Hollywood, ni cortège de voitures noires se dirigeant lentement vers un cimetière. Pas de cordon de velours, pas d'équipe de tournage postée devant une église, pas de scène fleurie, et aucun lieu public où les millions de téléspectateurs qui l'avaient accueilli, soir après soir dans leur foyer, auraient pu se rassembler pour lui dire adieu. Pourtant, dans le silence étrange et presque irréel qui a suivi sa disparition, un nom revenait sans cesse. Il apparaissait dans les conversations, dans les articles spéculatifs et dans les souvenirs de ceux qui l'avaient connu. Il appartenait à une personne d'une période de sa vie dont il s'était distancié pendant des décennies, un rappel d'affaires inachevé et d'émotions non résolues. Qui était cette personne? Et pourquoi son absence a-t-elle semblé hanter le dernier chapitre de la vie de Johnny Carson avec une force que n'importe quel hommage ou mémorial public n'aurait jamais pu égaler? Le 23 janvier 2005, Johnny Carson, dont la voix était devenue un rituel quotidien pour toute une génération, s'éteignait au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Pendant 3 décennies, il avait été une figure incontournable de la télévision de fin de soirée, façonnant le paysage audiovisuel américain grâce à un mélange constant d'esprit, de sens du timing et de retenue. La cause officielle du décès fut une insuffisance respiratoire, conséquence de l'emphysème contre lequel il luttait discrètement depuis des années. Il avait 79 ans. Son neveu, Jeff Sotzing, a lu un bref communiqué familial, formulé avec soin, reflétant parfaitement la manière dont Carson avait choisi de vivre sa vie. Il a confirmé le décès, exprimé la douleur de la famille et conclu par une précision ferme « Il n'y aurait pas de cérémonie commémorative publique. Ni exposition du corps, ni cortège funèbre, ni hommage télévisé. » La décision en a surpris plus d'un. Carson n'était pas un simple artiste. Il était présent chaque soir dans des millions de foyers, influençant des générations d'humoristes, d'animateurs et de formats télévisés. Mais pour ceux qui le connaissaient, cette décision était cohérente avec sa façon d'aborder la célébrité. Bien qu'il fût à l'aise devant les caméras, peu de gens le connaissaient vraiment. Dick Cavett, l'une des rares personnes que Carson acceptait dans son cercle intime, l'a un jour décrit comme extrêmement mal à l'aise en société, se souvenant de moments où Carson peinait à tenir de simples conversations avec les fans rassemblés devant le studio. Ed McMahon, son célèbre speaker et partenaire comique pendant 30 ans, partageait une observation similaire. Il décrivait son ami ainsi. Johnny était à l'aise devant 20 millions de personnes et complètement mal à l'aise devant 20. Pendant des décennies, journalistes et biographes ont répété la même chose. Johnny Carson était l'homme public le plus discret qu'ils aient jamais rencontré. Après sa mort, Carson a enfin obtenu le niveau d'intimité qu'il avait défendu toute sa vie. Son corps a été incinéré sans cérémonie et ses cendres ont été confiées à son épouse, Alexis Moss. Il n'y a eu ni discours, ni éloge funèbre, ni reportage sur les personnes venues lui rendre un dernier hommage. L'homme dont la dernière émission avait rassemblé un nombre extraordinaire de 50 millions de téléspectateurs a quitté le monde en présence d'une poignée de personnes seulement. Le monde entier lui a rendu hommage comme il se devait. Les chaînes de télévision, les stations de radio et les journaux du pays lui ont consacré des hommages. Le président George W. Bush l'a qualifié de « présence rassurante et constante », reconnaissant son influence culturelle. Jay Leno, qui avait repris le Tonight Show après la retraite de Carson, l'a décrit comme « la référence absolue ». David Letterman, longtemps considéré comme le successeur désigné par Carson, lui a rendu un hommage empreint de respect, résumant l'héritage ressenti par tous les animateurs de talk-show de fin, de soirée. « Nous tous qui sommes venus après lui ne sommes que des imposteurs. On ne reverra jamais un homme comme lui. » Fans et habitants ont déposé des fleurs, des cartes et des messages manuscrits sur son étoile du Hollywood Walk of Fame. D'autres ont déposé des objets devant le Johnny Carson Park à Burbank, en face du Studio 1 de NBC, où Carson a marqué l'histoire de la télévision. Ces gestes simples et spontanés sont devenus les seules expressions collectives de deuil accessibles au public. L'invité inattendu n'était pas une personne présente ce jour-là. C'était le fantôme d'une amitié si profonde et d'une trahison si amère qu'elles ont marqué à jamais leurs 2 vies. C'était l'ombre d'un partenariat professionnel qui avait captivé des millions de personnes, mais qui s'était effondré si brutalement qu'aucun d'eux ne s'en était jamais remis.
C'était l'histoire de la seule personne que Johnny Carson ne pourrait jamais pardonner. Pour comprendre la fin, il faut remonter au début. Avant d'être une célébrité, Joan Rivers n'était qu'une humoriste parmi tant d'autres, luttant pour survivre dans un monde du spectacle impitoyable. Au début des années 1960, elle se produisait depuis des années dans des clubs exigus et enfumés de Greenwich Village, à New York, souvent devant un public si clairsemé qu'il remplissait à peine une table. Parfois, le chapeau qu'elle faisait circuler à la fin d'un spectacle revenait presque vide. Il lui est arrivé de dormir dans sa voiture et elle a dû accepter des emplois de bureau temporaires pour pouvoir se nourrir et payer son loyer. Ses débuts à la télévision furent décourageants. Après une unique apparition dans la version du Tonight Show présentée par Jack Paar, elle ne fut pas réinvitée. Elle auditionna à plusieurs reprises pour la version de Johnny Carson, 7 fois, et fut systématiquement refusée. Agents, propriétaires de clubs et même d'autres artistes commencèrent à lui dire que son style comique ne fonctionnerait jamais. À 31 ans, elle se retrouvait confrontée à la possibilité que la carrière pour laquelle elle avait tout sacrifié soit déjà terminée. Tout a basculé le soir du 17 février 1965. Rivers a plus tard qualifié cette prestation de réservation de dernière minute, obtenue uniquement parce que son agent représentait également Bill Cosby, alors en pleine ascension. Elle laisse monter sur scène persuadée que c'était peut-être sa dernière chance. Mais ce soir-là, l'atmosphère en studio a changé. Son jeu était incisif et assuré. Ses blagues s'enchaînaient avec brio et le public a réagi avec un enthousiasme sincère. Rivers dira plus tard que cette performance lui a paru presque irréelle, comme si tout s'était enfin aligné. Ce qui a véritablement bouleversé sa vie s'est produit après son passage à l'émission. Assise en face de Johnny Carson à son bureau mythique, elle attendait nerveusement. Puis, en direct à la télévision, Carson s'est penché vers elle et lui a dit « Vous allez devenir une star ». Cette simple phrase, diffusée dans des millions de foyers, a instantanément transformé sa carrière. Rivers se souvient s'être retournée pour être sûr qu'il s'adressait bien à elle, tant elle était stupéfaite par cette reconnaissance publique. À partir de ce moment, elle devint une invitée régulière du Tonight Show. Au cours des 20 années suivantes, elle y fit près de 100 apparitions, chacune renforçant sa réputation de l'une des voix comiques les plus incisives de sa génération. L'alchimie entre elle et Carson était indéniable. Il incarnait l'animateur calme et digne, elle, la comédienne intrépide qui osait repousser les limites comme peu d'autres. Leurs rires complices devinrent l'une des marques de fabrique de l'émission. Lorsque Rivers lança un talk show de jour éphémère en 1968, Carson la soutint en étant son premier invité de marque, un soutien professionnel considérable. Au fil du temps, ses responsabilités au Tonight Show se sont accrues. Elle est devenue l'une des animatrices invitées préférées de Carson, le remplaçant lors de ses vacances ou de ses congés. En 1983, elle a été officiellement nommée animatrice invitée permanente, une reconnaissance de son statut de personne de confiance pour le remplacer. Dès lors, le secteur la considérait comme la successeur naturelle, l'héritière désignée qui prendrait un jour les rênes de l'émission. Mais si le public percevait entre eux une profonde complicité, presque familiale, la réalité en coulisses était tout autre. Rivers écrivit plus tard que leur relation se déroulait presque exclusivement devant les caméras. Pendant les pauses publicitaires, ils s'adressaient rarement la parole. À la fin de l'émission, chacun reprenait sa vie. Carson était réputé pour sa discrétion, gardant ses distances émotionnelles, même avec ceux qui avaient travaillé avec lui pendant des décennies. Ses collègues le décrivaient comme aimable mais réservé, généreux mais distant. De ce fait, leur relation reposait sur des rôles professionnels plutôt que sur une intimité personnelle. Carson était le mentor, le gardien du temple, celui qui l'avait découverte. Rivers était le protégé, reconnaissant, loyal et profondément conscient que sa carrière avait été façonnée grâce à sa confiance en son talent. La hiérarchie tacite entre eux, Carson comme figure dominante, Rivers comme son successeur désigné, constituait une dynamique puissante qui a influencé sa manière de gérer sa carrière. Au milieu des années 1980, cependant, Rivers commença à pressentir que sa position n'était plus aussi assurée qu'auparavant. Bien qu'elle restât l'animatrice invitée officielle, rien ne lui garantissait son avenir. Carson prenait de l'âge, mais NBC n'avait jamais officiellement annoncé qu'elle prendrait la relève. En coulisses, les dirigeants de la chaîne examinaient secrètement plusieurs candidats pour la transition, et Rivers, malgré sa fidélité de longue date, n'obtenait aucune réponse claire.
Son contrat arrivait à échéance. Elle approchait la cinquantaine, un âge où les opportunités pour les artistes féminines se raréfient souvent. Sans engagement de la part de NBC, son avenir devenait de plus en plus incertain. Elle a révélé plus tard avoir eu connaissance de listes internes circulant parmi les dirigeants de la chaîne, indiquant les personnes qu'ils envisageaient pour animer la chaîne. Son nom, à sa grande surprise, n'y figurait pas parmi les premiers. La tension croissante entre ses besoins professionnels et sa loyauté envers Carson créait une pression silencieuse qui allait bientôt éclater en l'une des ruptures les plus dramatiques de l'histoire de la télévision. Mais la situation a commencé à évoluer. En 1985, Carson a signé un nouveau contrat de 2 ans avec NBC. Rivers, quant à lui, n'a reçu qu'une offre d'1 an. Pour elle, le message était clair. Elle a écrit « Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Les autorités étaient incertaines quant à mon avenir. » Puis vint le coup le plus dur. Une note de service commença à circuler à NBC, listant les noms d'humoristes pressentis pour remplacer Johnny de façon permanente lorsqu'il prendrait sa retraite. Rivers, qui avait passé plus d'heures à ce poste que quiconque après Johnny lui-même, s'attendait à ce que son nom figure en tête de liste. Mais quand elle l'a vu, elle a été anéantie. Son nom n'y figurait pas. Elle en est arrivée à une conclusion douloureuse. NBC n'aurait jamais confié le poste d'animatrice à une femme. Elle considérait que son rôle d'animatrice invitée était un moyen sûr pour la chaîne, d'exploiter son talent sans jamais la voir comme une véritable concurrente ou une successeur au roi. C'est précisément à ce moment de vulnérabilité qu'un nouveau venu fit son entrée. Fox, une toute jeune chaîne de télévision, s'apprêtait à être lancée et ses dirigeants, Don Barry Diller, voulaient marquer les esprits. Ils ont alors fait à Joan Rivers une offre qu'elle ne pouvait refuser. Son propre talk show de fin de soirée, The Late Show starring Joan Rivers. L'émission serait diffusée exactement au même horaire, juste en face du Tonight Show, et le salaire était faramineux. 10 millions de dollars, plusieurs fois plus que ce qu'elle gagnait à NBC. Rivers était confrontée à un choix déchirant. Elle était fidèle à Johnny, l'homme qui l'avait révélé au grand public. Elle se sentait méprisée et mise à l'écart par la chaîne pour laquelle il travaillait. Son Marriott manager, Edgar Rosenberg, lui prodigua de précieux conseils. Il lui a interdit de dire un mot à Carson tant que le contrat avec Fox ne serait pas signé et finalisé. Son raisonnement reposait sur la logique implacable d'Hollywood. D'autres humoristes, anciens habitués du Tonight Show, qui avaient quitté l'émission pour lancer des programmes concurrents, étaient souvent immédiatement bannis du Tonight Show de Carson. Si elle en parlait à Johnny et que l'accord avec Fox capotait pour une raison ou une autre, elle risquerait de tout perdre. Pire encore. Ils craignaient tous deux que le très influent Carson ne puisse, d'un simple coup de fil, faire capoter l'affaire avant même qu'elle ne se concrétise. Alors, elle garda le silence. Une décision qu'elle allait regretter toute sa vie. Le week-end précédant l'annonce officielle, l'information a fuité. La suite des événements dépend entièrement de la version que l'on croit, car 2 versions totalement différentes de l'histoire ont émergé. D'après Joan Rivers, elle était horrifiée qu'il l'ait appris par quelqu'un d'autre. Elle a immédiatement tenté de l'appeler pour s'expliquer. Elle a finalement réussi à le joindre et lui a annoncé qu'elle partait animer sa propre émission sur Fox. Il n'a rien dit. Il a simplement raccroché. Elle a rappelé, pensant que la communication avait dû être coupée. Il lui a raccroché au nez une seconde fois. C'était fini. Ils ne se parleraient plus jamais. La version de Johnny Carson était radicalement différente. Il affirmait que cet appel téléphonique n'avait jamais eu lieu. Il expliquait avoir appris l'existence de sa nouvelle émission par un communiqué de presse, comme tout le monde. Il se sentait complètement pris au dépourvu, piégé et trahi par celui qui l'avait soutenu pendant plus de 20 ans. Pourquoi une réaction si extrême? D'autres humoristes masculins étaient partis pour animer leurs propres émissions. Et même s'il y avait peut-être eu des tensions, Carson leur avait souvent donné sa bénédiction. Rivers avait sa propre théorie, bien plus profonde qu'une simple concurrence professionnelle. Elle a écrit plus tard: « Je crois qu'il pensait vraiment que, parce que j'étais une femme, j'étais à lui, que je ne le quitterais pas. Je crois que c'était une question de « je t'ai trouvé, et tu es ma propriété ». Il n'aimait pas ça en tant que femme. Je me suis opposé à lui. Dans le monde de Carson, le départ d'un homme pour la compétition était perçu comme de l'ambition. Le départ d'une femme était considéré comme une trahison. Le roi avait été défié, et sa colère serait rapide et dévastatrice. Johnny Carson, l'homme le plus puissant de la télévision, usa de son influence pour la punir de toutes les manières possibles.
La première et la plus évidente des conséquences fut son exclusion immédiate et définitive du Tonight Show. Pendant tout le reste du mandat de Carson, et même des années après sa retraite, elle n'était plus la bienvenue dans le studio qui était devenu sa deuxième maison. Mais cela allait bien au-delà. Carson avait créé ce qui s'apparentait à une liste noire. Quiconque était invité au talk show de fin de soirée animé par Joan Rivers se voyait signifier qu'il ne serait plus le bienvenu au Tonight Show. Pour les célébrités et leurs agents, le choix était simple. Soit participer à la nouvelle émission en difficulté de la chaîne Upstart Network, soit intégrer l'émission la plus importante et la plus influente de l'histoire de la télévision. Presque tout le monde a choisi Carson. Rivers a eu beaucoup de mal à convaincre des invités de marque. Un cadre de NBC, un ami personnel, lui aurait dit sans embâge « On va te détruire ». Le talk show de fin de soirée a été lancé le 9 octobre 1986 et a rencontré des difficultés presque immédiatement. Sans invité de marque et confronté à la puissance d'audience de Carson, l'émission a peiné à décoller. En coulisses, la situation était encore pire. Lamari de Rivers, Edgar, producteur de l'émission, était constamment en conflit avec la direction de Fox. Moins d'un an plus tard, la chaîne a donné un ultimatum à Joan, licencier son mari. Elle a refusé en mai 1987. Fox les a donc licenciés tous les deux. L'humiliation professionnelle était immense, mais elle allait être éclipsée par une tragédie personnelle inimaginable. L'échec de l'émission, les dettes colossales accumulées et la chute publique mirent son mariage à rude épreuve. 3 mois après leur licenciement, Edgar Rosenberg se suicida. Dans le moment le plus sombre de sa vie, Joan Rivers se retrouva complètement seule. Sa carrière était ruinée. Son mari était parti. Et malgré tout, de la part de celui qui avait été son plus grand défenseur, il n'y avait que le silence. Johnny Carson n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé de mots. Il n'a jamais exprimé un seul mot de condoléance. Ce simple act, ou plutôt son absence, a transformé la querelle d'un différent Hollywoodien amer en une histoire véritablement sombre et tragique. Il a révélé une facette de Carson que son public admiratif n'avait jamais vue. Un homme dont la rancune était si profonde qu'elle l'emportait sur toute forme de décence ou de compassion. Comme Rivers le dira plus tard, décrivant son isolement total du monde qu'elle avait jadis gouverné, c'était comme si Staline m'avait envoyé en Sibérie. Le roi avait prononcé sa sentence, et elle était sans appel. Revenons-en à cette paisible journée de janvier 2005. À l'annonce de la mort de Johnny Carson, l'histoire de son conflit légendaire et irrésolu avec Joan Rivers fut l'une des premières choses qui vinrent à l'esprit. Elle était le fantôme qui hantait son héritage, le seul point noir que le maître du contrôle n'avait jamais pu régler. En l'absence de véritables funérailles, son histoire devint l'éloge funèbre qu'il n'eut jamais. Elle était l'invité inattendu. Sa réaction à sa disparition fut aussi complexe et douloureuse que leur histoire. Il n'y a pas eu de simple déclaration de chagrin. Au contraire, ses propos publics étaient un mélange complexe d'amertume persistante, de profondes blessures et d'un respect professionnel surprenant. Dans une interview, elle a fait preuve d'une franchise brutale, le qualifiant de ordure salaude. Mais aussitôt après, elle ajoutait qu'il était aussi le meilleur partenaire hétérosexuel de tous les temps. Personne ne lui arrive à la cheville. La douleur était encore vive, même après près de 20 ans de silence. Elle n'a pas exprimé de regret d'avoir accepté l'émission de Fox, mais elle a déploré l'occasion manquée de faire honneur à son émission, occasion que Carson avait gâchée. Dans une interview accordée peu avant sa mort, elle a imaginé une fin différente à leur histoire. Ce que Johnny aurait dû faire, a-t-elle dit, après tout ça, après mon départ de l'émission, après mon licenciement de Fox et après le suicide d'Edgar, c'est me faire revenir et me demander où étais-tu passé. Et ça aurait fait de la une de tous les journaux et on aurait pu reprendre notre collaboration comme si de rien n'était. Cela aurait été un moment de pardon, un geste d'une grande élégance de la part de l'homme le plus distingué de la télévision. Mais cela n'arriva jamais. Même des années après sa mort, Rivers cherchait encore à faire son deuil. Dans un épisode de son émission de télé-réalité, Joan et Melissa, Joan sait mieux que personne. Elle s'est rendue au cimetière où reposaient les cendres de Carson. Les caméras la suivaient, tandis qu'elle tentait enfin de confronter l'homme qui l'avait exclu de sa vie, parlant dans le vide dans une ultime tentative déchirante de faire la paix. C'est pourquoi Joan Rivers était la véritable invitée aux funérailles de Johnny Carson. Alors que lui s'était retiré dans son monde profondément privé après sa retraite en 1992, sans jamais parler publiquement de leur querelle, elle avait été contrainte d'en subir les conséquences au grand jour.
Pendant des années, elle fut la seule témoin de leur amitié brisée, racontant sa version des faits dans des interviews et sur scène, car la sienne se résumait au silence. Au moment de sa mort, sa voix et sa douleur furent les échos les plus forts de son passé. L'invité inattendu n'était pas une personne présente dans une église. C'était le souvenir inévitable, tragique et inoubliable de celui qu'il avait tant encensé, celui qu'il ne pourrait jamais pardonner. Finalement, Johnny Carson a eu la sortie discrète qu'il avait toujours souhaitée. Pas de spectacle public, pas de grande cérémonie, mais ce silence fut comblé par le récit de celui qu'il ne pourrait jamais pardonner. L'invité le plus inattendu à la fin de sa vie n'était pas une personne, mais un souvenir. Le souvenir d'une amitié née d'une simple phrase et brisée d'un clic de téléphone. Ultime témoignage silencieux de la loyauté absolue qu'il exigeait et du prix impardonnable de la trahison à la cour du roi des Nocturnes.